Bonjour, souvenez-vous, dans l'épisode 1 de ma fécondation in vitro, après plusieurs échographies, rendez-vous gynéco, des dizaines de piqûres, j'apprenais que mes follicules étaient au nombre de 2 uniquement et n'avaient pas grossi suffisamment pour prévoir une ponction. Ma déception était grande, mais avant de vous expliquer comment s'est passée la suite, car oui, je suis allée jusqu'à la ponction, parlons administratif et technique avec la coordinatrice de la clinique, puis le biologiste, car ce sont des aspects qui questionnent souvent. Donc je coordonne tous les services entre eux, c'est-à-dire le bloc opératoire, le lien entre le laboratoire, les médecins, les secrétaires, les techniciennes, et puis aussi je coordonne aussi tous les rendez-vous pour faciliter les rendez-vous et le parcours des patients. De quoi le dossier doit être constitué pour une fécondation in vitro ? Donc, vous avez les prises de sang, les sérologies obligatoires pour tous les deux, pour monsieur et madame, l'examen de sperme, bien sûr, et puis après les différents documents officiels, la demande d'AMP et puis le consentement pour la FIV ou pour l'insémination. Et tout ça doit avoir moins de combien de temps Alors les examens, moins de 3 mois pour un premier acte, et après c'est valable 1 an. D'accord, voilà. Oui, pour les transferts. Pour les transferts. Pour, et s'il y a une deuxième fille. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc le 100% protocole sécurité sociale est établi par le gynécologue donc, qui suit la patiente. Donc il est à remplir et à renvoyer à la sécurité sociale. Et on a un retour généralement au bout de 3 à 4 semaines. Je confirme, moi c'était 2 semaines. Horaire au paiement, est-ce que tout est payé d'un coup? Est-ce qu'on paye en fonction des services? Alors c'est en plusieurs fois. D'accord. Effectivement, donc il y a des règlements à faire directement au gynécologue, il y a des règlements aux anesthésistes, aux chirurgiens qui réalisent la ponction, donc le jour de la ponction, et puis des frais pour le laboratoire qui correspondent au time-lapse. C'est-à-dire à l'incubateur qui prend des photos. Ça, c'est pas remboursé. J'ai demandé à ma mutuelle, ça c'est la partie non remboursée. Voilà, alors tout le reste, hospitalisation, tout ça, oui. Alors ça, c'est très aléatoire. Il y a des mutuelles qui en prennent partie en charge, d'autres rien du tout. Et par rapport au protocole, du coup, Covid... Ah oui. Pour rentrer au bloc opératoire, l'anesthésiste demande également... un PCR négatif qui doit dater de moins de 24 heures. Alors, quand c'est le lundi matin, ça peut être fait le samedi. Ça peut être fait le samedi, parce que ça peut être m'arriver, ça. Non, ce n'est pas ça qu'il m'est arrivé, vous verrez. Allez, c'est parti pour le rendez-vous avec le biologiste. Donc, bonjour madame. Donc, on va faire le point sur votre histoire un petit peu de couple, et puis je vais essayer de vous expliquer un petit peu les techniques qu'on va utiliser pour travailler ensemble. Détail, mais voilà, ça fait combien de temps que vous voulez ce bébé, si on doit... Alors, ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un an qu'on essaie. Je suis entrée en PMA très rapidement. Au bout de 2 mois. Très bien. Au niveau des techniques, c'est vrai qu'on avait dit qu'on serait peut-être un peu, on irait droit au but, je pense, et qu'on serait, on sera plutôt dans un process de micro-injection, de micro-injection au DIXI, comme on l'avait expliqué, parce que je pense qu'on ne veut pas perdre de temps. Le temps est compté pour vous, et ça va être de mettre le sparato directement dans l'ovocyte. Effectivement, c'est la phase 1. Et ensuite, on va suivre vos embryons. Je vous avais montré, je vais vous montrer une petite vidéo. On va suivre l'embryon pendant quelques jours. Voilà, c'est vrai que c'est une vidéo que je montre à toutes les patientes. Je trouve qu'elle résume bien ce qu'on va faire et le parcours qui se passe au niveau du laboratoire. Donc, on suit chaque étape, premier jour, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse déterminer que l'embryon est d'une qualité suffisante pour donner des chances de grossesse. Donc un embryon, ça se divise, ça se clive, et après 30 heures, par exemple, on a facilement la première division. Et si vous voulez, on attend environ 4 cellules, par exemple, au 2e jour. On attend 8-10 cellules au 3e jour. On parlait tout à l'heure du 4e jour. Dans le 4e jour, on est à peu près par là. C'est tout compact, au 4e jour. Le problème, c'est que c'est assez compact. On ne voit pas trop ce qui s'y passe. Donc, on préfère attendre le 5e jour et on préfère voir ce qui va se passer. Parce que l'étape qui va se mettre en place, c'est la blastulation. Et ça va être très parlant sur le plan morphologique, puisqu'on va guetter l'apparition d'une cavité qui est en train de se créer ici. Et vous allez voir que c'est une transformation très importante de l'embryon qui nous permet
de déterminer le potentiel de l'embryon. Parce que voilà, l'embryon est vraiment très structuré à ce moment-là. Donc typiquement, voilà, c'est un embryon, j'arrête le temps, qui va être fait de 100-150 cellules facilement. Il y a une masse embryonnaire qui va être là, il y a une cavité liquidienne et puis il y a ce qu'on appelle un trophoblaste, qui est des cellules qui se mettent en périphérie un petit peu festonnées. Et c'est ce qui va déterminer que cet embryon a des chances importantes de vous donner une grossesse et a également des chances importantes de passer les caps de congélation et décongélation. Les stratégies peuvent être diverses et variées. Aujourd'hui, on va dire que dès qu'on est capable d'aller jusqu'au blastocyste, eh bien, on prend les risques parce que ça nous permet de mieux sélectionner nos embryons. Donc un J5, le blastocyste. Un J5, voire un jour 6. L'embryon n'est pas toujours au rendez-vous au jour 5, parfois c'est au jour 6, il a sa propre courbe d'évolution. Parfois on choisit le jour 2 ou le jour 3 parce qu'on n'a pas beaucoup d'embryons et que l'on va éviter les risques finalement de culture, parce que la culture c'est toujours quand même un risque, il ne faut jamais l'oublier. On est dans des conditions qui sont dites suboptimales, pas forcément optimales. Et donc si on a un embryon de bonne facture au jour 3 par exemple, on va vite le mettre dans votre utérus pour avoir le maximum de chances de grossesse. Mais dès qu'on va avoir 3-4 embryons sélectionnables, à partir de 3, ouais, notre cutoff c'est souvent 3, on va pousser la culture jusqu'au jour 5 qui permet justement de challenger un peu les embryons pour trouver voilà, l'embryon qui sera le plus dynamique, quoi. Et J2, vous transférez à J2? Ça nous arrive, ouais. Jour 2, jour 3, ça donne peu de différence en termes de stats et de chance. C'est exactement la même chose pratiquement à quelques pourcents près. Acceptez-vous de transférer 2 embryons? Oui, on accepte parfois de transférer 2 embryons, mais en pratique courante, il faut quand même être franc, on est quand même très ciblé sur le transfert d'embryons uniques. Pour différentes raisons. La première étant que les chances de grossesse sont guère différentes entre 1 et 2. On va peut-être gagner parfois 5 points de grossesse, mais finalement on prend un fort risque de grossesse gémellaire et qui peut déboucher sur des prématurités importantes avec des risques pour les bébés, pour les mamans. Peut-être plus de risques de fausse couche. Exactement, donc souvent on décide d'être prudent et de mettre un seul embryon. Pour tout vous dire, on est à 1,1 embryon par patiente. Donc... Après ce rendez-vous, le biologiste m'a emmené au cœur du laboratoire pour me montrer comment il travaille. C'est absolument passionnant. Ça par exemple, vous voyez, ça c'est la partie où on congèle des embryons. D'accord. Hein, voilà, donc dans ce laboratoire, on congèle des embryons et ces embryons sont dans l'azote liquide. Voilà, donc l'azote liquide c'est miraculeux et ça permet de conserver voilà, dans ces vapeurs des centaines et des centaines d'embryons. Dans des tubes avec des noms. Dans des tubes avec des noms et des couleurs. Hein, voilà. Ah oui. Pour rassurer les gens. Vous voyez que c'est ça la congélation. Voilà, donc ce sont des paillettes. Et dans ces paillettes, on a des numéros, on a des noms, des prénoms, des dates de naissance et des couleurs. Partant de là, on ne peut pas se tromper. Ouais. Et informatiquement, vous savez dans quel tube il se trouve. Bien sûr, bien sûr. Et là, vous en avez combien dans cette salle? On a 3500 embryons environ. Et peut-être 600, 700 paillettes de sperme. Ah oui, il y a les paillettes aussi. Ouais, ils sont séparés là, les paillettes. Ils sont séparés. Les petits, c'est pour les messieurs. Les messieurs et les gros, les embryons. C'est les embryons, voilà, exactement. D'accord. On fonctionne comme ça. Puis, vous voyez, il y a des petits matériels pour transporter, par exemple, nos embryons d'un centre à un autre. Ah oui. On appelle ça des containers. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Hein. Allez, hop, j'enfile l'équipement pour entrer dans le sanctuaire. Voilà le sanctuaire. C'est ça. Voilà le sanctuaire. On a des techniciennes qui travaillent. Voilà. Bonjour. Techniciennes spécialisées en fécondation in vitro depuis de nombreuses années avec nous. Voilà. Quel est le rôle des techniciennes du coup? Elles préparent toutes les boîtes pour qu'on puisse travailler après à bonne température, avec des pompiers de cuisine, etc. Donc il y a une phase de préparation qui se fait sous des rods, comme je disais. Oui. Des rods qui sont avec des flux, et ces flux laminaires permettent d'être en condition de stérilité importante. D'accord. Donc là, c'est des pièces, évidemment, on fait des actes et on fait des techniques. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs postes. On fait de la congélation, par exemple, embryonnaire dans de l'azote, comme on le voit. L'azote, c'est le cœur. Là, avant de les mettre là-bas. Voilà, avant de les mettre là-bas, on travaille par une phase qui est très artisanale, qui est faite par les techniciens manuellement, directement, etc. Voilà, donc nos embryons, en fait, sont des incubateurs. Ah oui, d'accord, il y a les noms de chaque patiente sur chaque petit écran. Exactement, dans une chambre.
et on est capable en fait, nous, de suivre le développement embryonnaire en direct. Voilà. Ça veut dire qu'on fait du time-lapse, on suit chaque embryon dans chaque chambre, du début à la fin de son développement. D'accord. Alors, ils ne sont pas tous intéressants, hein. Je fais des plans avec des embryons, mais qui vont se diffuser au fur et à mesure. Je me rends pas compte, mais c'est vous. Notre couveuse géante, c'est là. Oui, c'est ça, c'est la couveuse géante. C'est ça. Donc, nos techniques de micro-injection se font sur des postes. Voilà, se font sur des postes, sur des microscopes inversés, avec un objectif qui est une boîte. Et avec ces joysticks qui sont ici, on va être capable de diriger les aiguilles pour attraper les spermatozoïdes et puis on va faire des embryons dans le futur. Voilà. Ça, c'est vous qui le faites, les biologistes? Ça, c'est nous qui le faisons, avec les techniciens dessus. Enfin, voilà, toute l'équipe est capable de faire ça. On est tous interchangeables à tout moment. Et les 2 médecins biologistes sont les responsables de ce laboratoire et de ces techniques. Les incubateurs classiques, c'est ce genre-là. Typiquement, une boîte, c'est ça. Hein, quand je dis bébé éprouvette, c'est ça. Ah oui, d'accord. On va bien foutre les mots. Voilà, une boîte, c'est ça. Là, il y a les ovocytes fécondés. Là, il y a des ovocytes qui vont être fécondés. Qui vont être fécondés, que vous allez mettre ici sous le microscope. D'accord, j'ai compris. Et ça, il faut le faire tout de suite, non, une fois la ponction? On le fait en général, non, on laisse un temps de maturité et un temps surtout de stabilisation des ovocytes dans l'incubateur, dans son milieu de culture. Et on fait ça en général pour des questions aussi d'organisation à partir de 11h, 11h30. D'accord. Voilà, on laisse 2-3 heures avant le passage. Pour les laisser se reposer un peu. Exactement. Et puis après, il y a le temps aussi, le temps du traitement des gamètes masculins, puisque en fait, de ce côté-là, on a donc notre technicienne qui va préparer les gamètes pour qu'on puisse les assembler évidemment au bon moment. Et donc les gamètes passent, alors nous on a eu droit à ça puisqu'on a eu 5 inséminations. Ouais. Alors l'insémination c'est une préparation qui consiste à faire centrifuger les gamètes dans cette centrifugeuse. Voilà, les gamètes sont centrifugées, tournent à très grande vitesse pour qu'on puisse sélectionner les vivants des morts. D'accord. Et qu'on puisse après remettre les spermatozoïdes dans l'utérus. Ça prend combien de temps ça? Ça prend une bonne heure de traitement. Et plus après le temps on va dire administratif, ça prend 2 heures. D'accord. Et après on passe nos préparations se font passer à travers ces petits fenestrons parce qu'on va faire nos actes dans ces pièces. Et oui, et là j'y suis passée pour là, pour les inséminations. Exactement. Moi je vous vois de l'autre côté. C'est ça, toujours. je vous vois de l'autre côté. Exactement. Transfert ou insémination. Exact. Voilà. C'est vrai que l'avantage de notre labo, c'est qu'il est vraiment en interface directe avec les patients. Et donc on peut interagir avec les patients, avec les médecins. C'est plutôt directement par ces petites fenêtres. Voilà. Excellent. De retour à la maison, j'ai poursuivi mon boulot de patiente. J'ai augmenté les doses. J'ai continué les piqûres. Et enfin... Donc là, le follicule, il fait 13. Donc, à mon avis, on risque d'en avoir qu'un. On va faire avec... L'autre, vous êtes sûr que c'est parce qu'il est pas... C'est pas forcément parce qu'il est caché de l'autre, non? Il y a peu de chance quand même. Hein. Ah. Il y a peu de chance. Mais si on en a un de bon dans votre contexte, j'ai déjà eu un ovocyte, un embryon, une grossesse. Voilà, Orgalutran pour éviter que vous ovuliez avant. Et on continue le reste jusqu'à ce que le follicule soit à 17-18. C'est ça. Ce qui sera le cas lundi. Ah, il n'y en a qu'un, quoi. Oui. Voilà, je dois me réveiller, j'en pouvais plus. Je suis cassée, j'ai quasi dormi 12 heures. J'en peux plus, j'ai hyper mal au ventre. Plus qu'une piqûre de stabilisation, mais c'est très très fort pour un follicule. Et... je sens passer là. C'est le 10e jour, le 11e jour aujourd'hui. Ça commence à piquer, des bleus partout. On voit que je suis en fin de steam. Alors avec Firamadel, vous avez l'impression que vous êtes fait piquer par un gros moustique en plein hiver, quoi. Voilà, ça picote un peu pendant un petit moment. Et puis tout s'est accéléré. Les piqûres, les prises de sang au labo, un résultat qui augmentait trop vite, une échographie en urgence le samedi pour vérifier que le follicule n'arrivait pas à maturation, auquel cas il aurait fallu avancer le jour de la ponction. Mais finalement, la gynécologue l'a maintenu au mercredi 2 février. Bon fausse alerte, hein. Mais bon, au moins fallait vérifier comme dit la gynéco, parce que si on le loupe celui-là, il est tout seul, vaut mieux le préserver. Il est bien...
j'ai reçu le résultat et j'ai 487 d'ostradiol. Ça veut dire que le follicule, mais c'est un warrior. Ou alors, j'ai le petit deuxième qui s'est développé. Je suis super contente. Et en attendant, je suis super excitée. J'ai eu une espèce de pulsion de créative. Et je suis en train d'écrire un remake du Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg. La poinçonneuse de la PMA. Et je suis en train de refaire toutes les paroles et je pense que je vais enregistrer un clip, c'est décidé. Je suis la poinçonneuse de la PMA. Presque invalide, tombée enceinte, je ne peux pas. Je vis au cœur des laboratoires. J'ai plein d'espoir. Un carnaval de traitement. J'emmène jusque mon appartement. Alors. Donc là, l'utérus, toujours. On va le mettre 8,5. Il bouge pas. Ouais. Ouais, ben, c'est bien. C'est une taille, il a atteint sa taille de maturité. Ah, il a bien l'os. Ouais. Le follicule, il est là. Il mesure 19,5. Alors, est-ce qu'il y en a un autre derrière? Il est tout petit, mais... Moi, je pensais celui de droite. Voilà. Qui avait pris 2 mm 8 l'autre jour. Droite, c'est là. Non. Bah... Il stagne. Ça reste des follicules immatures. À partir du moment où on déclenche, ils grossissent plus. Bon, ouais, il est entre 18 et 19. Bon, Okay. on compte sur lui. Allez, j'ai pris des antibiotiques. C'est pour prévenir les infections, je pense, au bloc. Donc voilà. J'en ai 4 à prendre en une prise le soir d'Ovitrel, donc ça ce soir. Déclenchement de l'ovulation. En double prise entre Décapeptyl et Ovitrel. Apparemment, ça, c'est une double ovulation, quoi. Ça booste. Allez, on se met tout ça. C'est la dernière. Et voilà. Mon PCR là, je suis pas au top, j'ai passé une nuit pas terrible, je suis allée plusieurs fois aux toilettes, voilà, je me demande si c'est pas les antibiotiques, j'ai mal au ventre quoi, j'ai des douleurs de règles, enfin je sais pas trop quoi, c'est pas très agréable, voilà. Et après il y a le stress pour demain, c'est sûr, hein, je suis dans un état, mais vous pouvez pas imaginer, moi qui suis complètement hypochondriaque du médical quoi, je supporte pas être dans les hôpitaux, alors au bloc... Bon, j'ai pas encore le résultat de mon test PCR, mais je suis très stressée, vraiment très stressée pour demain. Je sais toujours pas quelle anesthésie choisir. En local, ça a ses avantages parce que ça peut être super rapide. Je rentre très rapidement chez moi, je vois tout de suite s'il y a un ovocyte. Enfin voilà, je suis actrice du parcours. Et en plus, apparemment, il y a moins de risques que ça altère la qualité de l'ovocyte, surtout s'il n'y en a qu'un. Et en général, au moins, ben, j'ai pas à stresser, je ferme les yeux, je rouvre les yeux et c'est terminé. Et après, je reste un petit peu plus longtemps à la clinique, etc. Mais bon, je sais pas. Ma gynéco m'a écrit laissez-vous porter, je gère. Ben, ça me rassure quand même. Et du coup, par rapport à ce stress, en fait, j'ai une personne avec qui j'échange sur les réseaux et cette fois elle me propose de me faire une séance de sophrologie vraiment entière, de détente, de méditation pour me préparer pour demain et j'ai accepté avec un grand oui. Allez c'est parti, c'est maintenant. Donc en sophro il y a 3 moyens, on utilise 3 moyens. La première c'est vraiment la respiration contrôlée. Donc on en vient au deuxième moyen qui est vraiment la détente musculaire et le troisième c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure ce qui te fait du bien dans la vie, tes ressources. Et donc, du coup, tu m'as parlé du Mexique. Troisième moyen, c'est vraiment les visualisations positives. Tu vas suivre ma voix, je vais te faire décomposer les mouvements tout doucement pour atteindre vraiment un niveau de relaxation. Prends vraiment conscience de ta posture, debout. Relâche ta nuque, ta tête. Laisse-toi bercer par les parfums, les odeurs. Je me suis endormie, Margot, à plusieurs reprises. Du coup, je t'écoutais plus. Mais ton corps et ton esprit, justement, lui, était toujours en train de m'écouter. Bon bah voilà, c'est le matin. Au fait, mon test était revenu négatif, hein. J'en ai fait la fête sur les réseaux. Je mets des chaussettes cœur, je pense que ça va me porter bonheur. Il fallait prendre une douche hier soir, une douche ce matin, être à jeun depuis minuit. Tout est bon, hein. On y va. 7h30, nous arrivons à la maternité. Mon chéri et moi sommes accueillis à la même heure, car pendant que je suis au bloc, lui effectue son recueil. J'ai finalement choisi l'anesthésie par sédation, car la gynécologue a prévu de me faire une dilatation du col de l'utérus afin de faciliter le transfert d'embryon 2 jours plus tard.
et c'est un peu douloureux, paraît-il. L'interne travaillant avec ma gynécologue a tout filmé, mais cela fera l'objet du 3e épisode où je vous emmènerai au cœur du bloc opératoire. Bye bye, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.